Bonjour. Cette conférence a été enregistrée le 6 octobre dernier à l'occasion de la Journée nationale des aidants, qui a été enregistrée devant 85 personnes à la résidence de la Dame Blanche à Fontenay-sous-Bois. Cette conférence a pour thème « Comment prendre soin de soi en tant qu'aidant » et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez déjà avoir une idée que c'est un vaste sujet et que ça n'est pas si simple de prendre soin de soi quand on est proche aidant. Alors pour ce faire, c'est la rencontre des aidants qui a organisé cette conférence et nous sommes un dispositif d'accompagnement des proches aidants, de personnes âgées, du domicile ou des EHPAD, des villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil. Alors pourquoi c'était important pour nous d'organiser quelque chose pour la Journée nationale des aidants? Pour contextualiser un petit peu l'importance de cette journée, il faut savoir que cela fait 13 ans qu'elle existe et qu'elle est portée par le collectif Je t'aide afin de se mobiliser pour et avec les aidants, afin qu'ils aient des droits concrets et que leur rapport à la société soit reconnu. Pour définir un peu plus précisément ce qu'est un proche aidant, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie et du handicap. Et il faut savoir que cette définition, elle est assez récente, elle date de 2015 et elle est issue de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez déjà une idée de tout ce que cela peut comporter d'être proche aidant. Et il faut préciser aussi que l'aide que l'on apporte au quotidien est aussi morale et que celle-ci ne s'arrête pas à l'entrée du proche en EHPAD. C'est pour ça que notre dispositif accompagne à la fois des proches aidants du domicile, mais aussi de l'EHPAD. Pour donner des chiffres rapidement sur les aidants de personnes âgées, il faut savoir que selon la DREES en 2019 qui a mené une étude, il y a quasiment 4 millions de proches aidants à domicile et 720 000 en établissement. Et pour vous donner une idée, l'aidant type du point de vue statistique, mais bien évidemment chaque aidant a son histoire propre et a ses propres particularités. Donc l'aidant type va être une fille, souvent dans le domaine du soin, proche géographiquement, et qui a souvent quelque chose à réparer dans la relation avec son proche. Et la plupart du temps, et c'est important de le noter, les personnes n'ont pas été préparées et rentrent brutalement dans la situation d'aide. Et il faut aussi préciser que ça va être à la fois valorisant et à la fois extrêmement fatigant et que cela peut avoir des conséquences importantes. Vous allez pouvoir écouter mes collègues qui vont pouvoir préciser tout ça. Comme vous avez pu le voir sur le programme, on a choisi d'intituler notre intervention « Pourquoi prendre soin de soi ?» Ça peut paraître un peu étonnant comme question puisqu'elle semble aller de soi. En effet, on sait qu'il faut prendre soin de soi pour être en bonne santé. Et si on reprend la définition de l'OMS, la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, mais c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc c'est quand même une définition ambitieuse et on peut peut-être un peu la reformuler en se disant que l'objectif, c'est de trouver un équilibre suffisamment correct dans toutes les dimensions. Et donc si on reprend cette définition de la santé, on se rend compte que c'est pas si simple d'être attentif à son propre bien-être dans toutes les dimensions évoquées. Et lorsque toute notre attention est focalisée sur le bien-être de l'autre qu'on accompagne, ça peut sembler irréalisable. Et donc ça nous amène à une autre question qui est pourquoi est-ce difficile de prendre soin de soi lorsqu'on est aidant? D'abord, en tant qu'aidant, on a tendance à ne pas accorder autant d'importance à ses propres besoins qu'à ceux de l'autre accompagné. L'autre qui peut être malade, qui a besoin d'aide, qui compte sur nous. Et donc cela va avoir pour conséquence qu'on ne va peu ou pas s'autoriser à prendre du temps pour soi. Et si on le fait, ça peut générer de la culpabilité.
Et puis, il y a aussi la difficulté à se reconnaître soi-même en tant qu'aidant. Et ça peut être aussi associé au manque, voire parfois même à l'absence de reconnaissance de la part des proches ou de la personne aidée elle-même. Et donc, la situation d'aide va sembler, je mets des gros guillemets, naturelle. Ça va de soi. C'est normal de s'occuper de son père, de s'occuper de son épouse. Et donc, on ne va pas chercher d'aide concrète pour le quotidien. On ne va peut-être pas chercher d'aide psychique, de soutien affectif, de soutien social. Et on va considérer que nos propres besoins d'être relayés, d'avoir du répit, d'échanger avec d'autres personnes, de pouvoir dire que c'est pas facile, qu'on traverse une période difficile, ces besoins-là, finalement, ils peuvent être vécus comme pas légitimes. Et ça peut mener à un ressenti de fardeau qu'on ne va pas forcément pouvoir partager puisque c'est senti comme pas légitime. Et ça peut amener aussi à un sentiment d'impuissance face à une situation qui peut être vécue comme sans issue. Alors, je suis désolée, j'ai décrit très très rapidement une sorte de cercle vicieux, bien sûr très négatif. La réalité, elle n'est pas forcément aussi schématique que ça. Mais en fait, ce qu'on voulait souligner, c'est que ce cercle vicieux, il entraîne un risque important d'isolement, d'épuisement, voire il peut aller jusqu'au décès. Et là, on en arrive à ce chiffre qui est très important et en même temps glaçant, à savoir qu'un aidant sur 3 meurt avant le proche qui l'accompagne. Donc c'est un chiffre qui est à nuancer, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au sein des aidants, certains sont aussi âgés que le proche qu'ils accompagnent et qui peuvent avoir des pathologies préexistantes. Mais il n'empêche que c'est quand même un chiffre qui doit nous alerter. Donc là, j'ai décrit une dynamique négative, assez anxiogène, et j'en suis bien désolée parce que j'ai plombé l'ambiance dès l'introduction. Mais, et je dis bien qu'il y a un mais, heureusement, les choses peuvent aussi bien se passer ou s'améliorer. Même quand on a le sentiment que la situation est bloquée, en fait, il y a quand même des solutions pour prendre soin de soi en tant qu'aidant. Et c'est ce que va nous présenter Aurore. Merci Marie. Alors, pour commencer déjà, une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de prendre soin de soi. Il y a autant de façons de prendre soin de soi qu'il y a d'aidants finalement. Et pareil, il n'y a pas de durée type. Ça peut être plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. On pourrait en fait faire un peu le parallèle avec ce que vit un salarié. Pour être efficace au travail, il a besoin de ses soirées, il a besoin de ses week-ends, il a besoin de semaines de vacances et même de grandes vacances de plusieurs semaines. Les proches aidants, ils sont confrontés dans leur quotidien à différents types de difficultés. Elles sont d'ordre émotionnel, physique, administrative, financière, sociale ou encore relationnelle. Leur venir en aide, c'est d'essayer de leur apporter des solutions face à ces différents besoins. Nous, sur le dispositif La Rencontre des aidants, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on est loin d'être les seuls. Il y a beaucoup de professionnels, certains sont dans la salle, qui le font aussi. Donc là, on va essayer de vous présenter des choses qui sont faites, mais c'est vraiment qu'une partie des choses, c'est pas du tout une liste exhaustive. Alors, par exemple, pour commencer, on a les rendez-vous avec la psychologue ou les groupes de relaxation qui vont pouvoir accompagner ce qui se passe au niveau psychique, au niveau émotionnel. On va avoir les séances d'ostéopathie aussi, qui peuvent permettre de prendre soin de la santé des proches aidants, de libérer les tensions. Et ça, Christine Bonnet, qui est ostéopathe, nous en parlera plus en détail tout à l'heure. On peut aussi on peut trouver de l'aide auprès d'organismes. Et ça, c'est les représentantes de France Alzheimer 94 qui vont nous en parler aussi. On va aussi avoir les groupes entre pairs, donc, qui vont permettre des temps d'échange, de partager des solutions qui ont pu fonctionner pour certains. Et alors, il y en a qui sont proposés par les associations spécialisées. On peut penser à France Alzheimer, à la Fédération des aphasiques de France, au Café des aidants. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on n'a pas cités là, mais qui existent. Nous, à la Rencontre des aidants, on a choisi de fédérer autour d'activités artistiques
Et il y aura Caroline Loos tout à l'heure qui va nous parler du théâtre comme espace de création artistique. Mais encore une fois, voilà, nous c'est que des exemples. Il y a des groupes qui existent autour de plein de choses et ça vaut vraiment le coup. On va aussi avoir les ateliers qui sont à destination des proches aidants et du proche qu'ils accompagnent. Et ça, c'est important pour partager des moments ensemble et maintenir un lien de qualité. Pascal Bras évoquera tout à l'heure la peinture en mouvement. Et Hélène de Grandpré nous parlera de la photographie. D'ailleurs, on aura la chance, après cette conférence, de faire le vernissage de cette exposition qui réunit les œuvres faites lors de ces 2 ateliers. Et enfin, on n'en parlera pas beaucoup ici parce que ce n'est pas le sujet qui nous relie aujourd'hui, mais tout ce qui est conférence, qui est formation, peuvent aussi être un bon soutien pour se renseigner sur la maladie et ainsi mieux comprendre les symptômes qu'on peut voir des fois apparaître chez le proche qu'on accompagne. Vous trouverez plus d'informations sur tout ce que nous on propose dans le programme qui vous a été remis lors de votre arrivée. Et dans ce programme, vous avez aussi le programme de la conférence qui va suivre. Donc il y aura plusieurs interventions qui vont se succéder. Toutes durent environ 10 minutes. N'hésitez pas, après les interventions des professionnels, à prendre la parole, à poser des questions. On veut vraiment que cette journée soit une journée d'échange. Et on se retrouvera à un peu plus de 15h parce qu'on est un peu en retard. 15h30. 15h30 pour le vernissage dans des expositions et puis partager un cocktail sucré. Je vais repasser la parole à Sophie qui va nous lire le témoignage d'une aidante. Voilà, parce que ça nous paraissait très important qu'il puisse y avoir des témoignages de proches aidants, puisque c'est quand même les premiers de cordée. Donc on a la chance d'avoir, on nous est remis un texte de Madame Legbir. Je ne suis pas sûre de l'avoir vue dans la salle, mais voilà, elle sera peut-être là tout à l'heure. Et elle nous a fait parvenir également un dessin qu'elle a fait elle-même pour illustrer un petit peu son texte. Alors, elle a appelé ça « Témoignage d'une aidante ». Je m'appelle Christiane Legbir, j'ai 68 ans et je dédie ce témoignage à l'équipe exceptionnelle de psychomotriciennes et de psychologues pour aidants. Promis, c'est vraiment ce qu'elle a écrit. Hein. En fonction à l'EHPAD de Montreuil et Fontenay-sous-Bois. Je les remercie vivement pour leur professionnalisme et leur qualité de cœur. En me penchant sur le rôle d'un aidant, je me suis aperçue qu'en fait, j'ai été aidante tout au long de ma vie sans le savoir. Certains disent que j'ai du mérite. Je pense simplement que j'ai été guidée par l'image de ma grand-mère, qui était une femme exceptionnelle, toujours à l'écoute des autres. Les circonstances douloureuses de la vie ont fait que j'ai été aidante de nombreuses années pour ma sœur atteinte d'un cancer, pour ma maman souffrant de nombreuses pathologies, et pour mon mari qui a été la plus dure des épreuves. Je ne m'étendrai pas sur ces moments difficiles que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pour moi le plus important est de rester positive et à l'écoute face au mal-être ou à la détresse de l'autre. Dans ma réflexion sur le rôle d'aidant, je me demande si, pour l'avoir pratiqué, l'activité syndicale n'entre pas dans cette catégorie d'aide, car c'est parfois une démarche stressante et éprouvante à porter psychologiquement. Avec du recul, je m'aperçois qu'il est indispensable également de prendre soin de soi. Ce qui n'est pas simple car l'on s'oublie souvent, croulant sous le poids des tâches pesantes et des responsabilités qui nous incombent. À ce propos, je remercie chaleureusement Madame Thomaso Marie-Laure qui m'a épaulée pendant une année au moment les plus douloureux de mon existence. Elle a su trouver les mots pour me permettre d'aller de l'avant et de m'échapper de mon calvaire quotidien. Elle m'a encouragée à penser aussi à mon bien-être et trouver des échappatoires qui me permettent de récupérer une énergie qui s'épuisait de jour en jour. C'est comme ça que j'ai découvert le dessin et la peinture que je pouvais pratiquer pendant que mon conjoint se reposait. La sophrologie m'a beaucoup aidée également à maîtriser mes émotions par diverses respirations, et la marche m'est très bénéfique, surtout en pleine nature. C'est un autre moyen de se libérer l'esprit.
Les séances avec la psychologue me permettaient d'évacuer le trop-plein de chagrin que je ne m'autorisais pas à exprimer avec mes proches, déjà confrontés à leur peine à gérer. C'est très difficile de voir souffrir ceux que l'on aime et de se sentir impuissance. On peut juste leur apporter notre affection par un geste tendre, leur musique préférée, leur raconter la vie à l'extérieur, une belle histoire, tout cela avec le sourire et beaucoup d'amour. Le plus dur dans cette épreuve est que l'on ne voit pas la fin du tunnel. Chaque jour se ressemble, gonflé de tristesse et de découragement jusqu'à l'épuisement. Notre tête est vide et pleine à la fois des obligations. La mémoire nous joue des tours, mais il faut tenir, garder un semblant d'optimisme et un pâle sourire. Pour garder une vue positive de la situation d'aidant, je peux dire que cela crée entre deux personnes une relation privilégiée, s'ouvrant sur une belle intimité. Je ne suis plus aidante de façon proche, je dois faire face maintenant à l'absence tout aussi douloureuse mais discontinue. À mon tour d'être aidée par mes proches et amis, et je me rends compte que pour moi, c'est difficile de trouver une nouvelle place au sein de mon entourage, sans déranger. Je dois poursuivre mon chemin seul. Un grand manque est là indescriptible, indélébile. Mais une autre vie s'ouvre à moi, même si elle a perdu de sa saveur. Et donc on veut remercier Madame Legbir qui nous a transmis ce très émouvant témoignage. Voilà. Et bravo à elle. C'est dur de passer à autre chose. Je vais maintenant demander à Pascal Bragochel, art thérapeute, de venir nous rejoindre pour nous parler de l'apport de la peinture au mouvement dans la relation aidant-aidé. Ah bah voilà, elle prend carrément la peinture avec elle. Je la laisse arriver. Là si c'est mieux, ouais. Oui, c'est mieux. À moins que tu aies la voix qui... Bonjour, je m'appelle Pascal. Voilà, vous m'entendez? Faut appuyer là? Non, on a que 10 minutes, donc il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Voilà, donc moi je suis éducatrice sportive et je suis artiste aussi. Ce qui fait que j'ai plusieurs casquettes. Ça fait très très longtemps que je suis dans la maison et que je peux évoluer de façon assez originale et innovante peut-être. Donc Sophie et Marie-Laure m'ont demandé de venir. Donc ce qu'on voulait, c'était maintenir un lien de qualité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à l'art. Donc de par mes activités, j'ai toujours pensé qu'il était important de mêler l'expression artistique au mouvement. Et le mouvement aussi à l'expression artistique. Ça me semble essentiel. Ce qu'on va faire, on va expliquer un petit peu ce moment de vie artistique partagé, souvent très émouvant. Tu as eu quelques larmes. On en a souvent eu avec les familles. C'était des moments très importants et très touchants. On va prendre quelques photos pour vous expliquer sur un exemple tout simple, un peu ce que nous faisons dans cet atelier. Alors, donc il y a 4, 5 ou 6 personnes accompagnées, donc 6 résidents accompagnés de leurs proches. Des fois c'est une personne, ça a déjà été 2 personnes, soit une petite fille, soit... Bon, on n'a pas eu d'homme en fait, hein, encore. Messieurs? Si, la dernière fois. Ah, un résident, c'est vrai. Mais les accompagnants, les proches accompagnants, ce sont des femmes essentiellement. Donc, on s'installe. Là, c'est quoi la photo? Oui. Il y a un thème à chaque fois. Ce thème-là, c'était la forêt. Il y a d'autres thèmes. Alors, la forêt, c'est à gauche. Là, c'était la mer. Bon, la montagne, ça se voit. Et le printemps. Donc, on fait... comment dire, une partie corporelle, parce qu'on pense que c'est important pour une meilleure détente, pour une meilleure attention,
disponibilité pour des prises de décision, de la créativité, de se relâcher au niveau corporel. Dans cette salle, par exemple, on a formé un cercle où on s'est installé. Alors, je dois remercier Delphine et Frédéric, je ne sais pas où tu es, Frédéric, qui nous ont aidés bénévolement à chaque fois. Hein, elles sont peintres toutes les deux, et c'était précieux leur aide. Donc, on était à 5 intervenants, des fois pour 5 résidents. C'est la qualité. Et donc, on s'installe et puis on se présente autour d'un café de bienvenue ou d'un jus de fruits. On échange nos prénoms, on se demande, on fait la météo, savoir comment on se sent, si on a bien dormi, si on a envie d'être là. Il y a des consignes, c'est les seules consignes que nous avons dans ces ateliers. C'est de bienveillance, que Sophie rappelle à chaque fois, de non-jugement, j'en oublie. Et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Très important. Et on devrait s'en souvenir pour nous quand nous pratiquons de l'art ou de l'activité corporelle. On ne veut pas faire plaisir à quelqu'un, on le fait pour nous-mêmes. Donc ça, c'est rappelé à chaque fois. Ce sont les seules consignes. Sinon, ce sont des espaces de liberté. Pour qu'il y ait plaisir et créativité, et que ça fixe la mémoire immédiate, dont on manque un petit peu quand on est malade, eh bien, il faut du plaisir. Et ça a été reconnu par des scientifiques, par des gens de terrain comme nous, et on le constate à chaque fois. Donc, après ce moment, on va commencer, par exemple, ce jour-là, on a commencé à parler de la forêt et de dire, vous êtes allés en forêt, toutes les deux, par exemple, une maman et sa fille, et oui, non, pas trop, oui, si, un peu. Donc là, ça a rapport avec la mémoire ancienne, mais aussi avec la mémoire autobiographique, c'est-à-dire celle qui nous concerne intimement. C'est-à-dire que quand on va évoquer, par exemple, la couleur d'une feuille, ça va nous rappeler des odeurs, ça va nous rappeler une relation avec notre grand-mère, par exemple, quand on allait cueillir des champignons. Et c'est très important parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, la mémoire ancienne, elle reste beaucoup plus que les autres. C'est pour ça que si, par exemple, on récite une fable de La Fontaine, eh bien, ça revient. Donc, il faut garder ses acquis et en faire quelque chose. Donc, nous allons travailler sur l'imaginaire. Et à partir de là, avec de la musique, avec une envie de faire, on va commencer à entrer en mouvement. On suit les gens de façon très libre, il n'y a pas de règles. Si on n'a pas envie de faire, on ne fait pas, bien sûr, on ne force jamais personne. Sauf qu'il se passe toujours quelque chose et que finalement, ils font toujours. Et à partir de là, donc, on va de façon différente à chaque fois évoluer sur la musique, parfois mettre des chansons. Et puis, donc, là où vous êtes, il y a un cercle avec les personnes. Et puis derrière, on met des tables avec 2 toiles. Alors, quand ça s'est passé ici, on a pris ces 2 toiles que vous voyez là. Au départ, nous avions décidé de commencer avec du bleu et du jaune, ce qui va faire du... Bravo. Et avec une musique, évoluer en faisant des grands gestes. Alors, on est tout après. Hein. Et puis, d'ailleurs, on le voit bien dans cette toile, il y a du mouvement. Je me lève. Hop. Tu vas la tenir un petit peu. Voilà. On ne les voit plus, les filles. Donc, on voit bien que tout ça, c'est danser avec le pinceau. Et à un moment où les gens se sentent un petit peu restreints dans leur vie, dans leur schéma corporel, dans leur aisance à bouger, ça permet d'ouvrir et de bouger de plus en plus. Vous pouvez retirer les filles, parce qu'on ne vous voit plus, c'est quand même très dommage. Donc, régulièrement, on s'arrête et puis on regarde. Et les gens disent « Oh non, mais c'est beau Enfin, c'est vrai qu'il n'y a plus de barrière d'inhibition par rapport à la feuille blanche, à est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, et ça c'est rare, parce que ça arrive rarement dans des ateliers d'expression artistique. Et on reprend le mouvement, la musique, le temps que ça sèche un petit peu, des fois avec un séchoir à cheveux, Sophie sort, et puis avec Marie-Laure, et sèche les toiles. Et après, je leur ai demandé si une autre couleur leur plairait à ajouter. Donc ils avaient choisi du rouge et du rose. Et alors là, on va voir un petit peu, peut-être,
Bon, ça passe pas le petit bout de film, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc on voit bien avec ces photos-là comment ça se passe. Alors quand ça s'est passé à Dame Blanche, vraiment les gens ont vraiment dansé tout autour. Et puis là, donc on en est à la deuxième partie où on a rajouté le rouge et ça fait cette espèce de forêt tropicale, hein, comme avec des fleurs très chaudes, de couleurs chaudes. Et là, alors volontairement, parce que j'ai oublié de demander l'autorisation aux familles, on a très très belles photos, plein d'émotions où on voit les rapports à 2 ou à 3 ou à 4. Donc là, on a pris des photos de groupe. Hein. Et puis, c'est aussi intime ce qui se passe à ce moment-là. On a aussi des vidéos, des confidences, des émotions qui passent et qui font que ce sont des souvenirs qui vont rester longtemps. Alors, on passe encore un petit peu. Voilà. Donc, le tableau est en train de se faire. Et puis après, il y a la deuxième partie où nous mettons des tables pour chaque famille, chaque couple de résidents, avec une toile vierge ou des fois un petit peu peinte, et où là, ça va être un rapport plus intime d'échange, c'est-à-dire qu'on s'est détendu, il y a eu une interactivité de groupe, on a pris notre place dans la société et dans le groupe, et là, ça va être plus individuel, plus intime entre aidants et aidés. Et là, il y a eu des tableaux magnifiques, les gens sont repartis avec. Et je pense les gardent précieusement. Des fois, les mettent dans la chambre des résidents ou je ne sais pas, on n'a pas vérifié. Voilà, donc après, on va se regrouper encore et puis évoquer ce que nous avons vécu, dire ce qu'on a ressenti, que ce soit négatif ou positif. Enfin, c'est pas pour être prétentieuse, mais c'est vrai que souvent c'est très 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 positif. Hein. Et puis se dire à la prochaine fois. Ce sont des moments importants d'émotion, d'amour, d'échange qui vont rester, qui vont devenir de bons souvenirs et qui vont peut-être nous faciliter et aidant aider beaucoup faciliter les moments où ce sera un peu plus compliqué parce que malheureusement il y en a. C'est quelque chose de fort qui peut rester. Et on a même entendu des familles dire j'ai toujours eu des problèmes d'échange, par exemple, avec ma maman. Et là, on a pu enfin communiquer. La maladie, ça peut aussi apporter ça. On a déjà eu des confidences de cet ordre-là. Voilà. Et puis pour nous, professionnels, on rentre ravis. On est en poussée d'adrénaline. On sent que notre métier est important et que la vie est belle. Et c'est le bon côté des choses. Et merci à toutes les trois de nous avoir permis, toutes les trois, d'intervenir avec les aidants proches et leurs proches. Voilà. Merci. Merci beaucoup Pascal de nous avoir fait vivre à distance ces beaux moments d'atelier peinture. Je vais maintenant demander à Monsieur Ressier, donc, qui est proche aidant et qui fait partie de la Fédération des aphasiques de France, de venir témoigner. Bien, alors déjà pour faire un témoignage après le témoignage de Madame Lesbire, que je ne connais pas, je pense qu'elle a tout dit, elle a tout résumé, et j'adhère à 200% à ce qu'elle a dit. Et mon témoignage derrière va être bien plus monotone, mais bon, je vais vous le donner quand même. Donc, on nous avait proposé de faire un petit exposé en 3 points. Je vais tenir le programme que vous m'avez proposé, raconter rapidement votre parcours. Qu'est-ce qui vous a aidé à prendre soin de vous? Et puis, quelle évolution souhaitez-vous? Donc, je m'appelle André Ressier, je suis marié avec Marie-Vonne depuis 53 ans. J'étais sapeur-pompier d'abord à Paris pendant 6 ans, puis ensuite à Saint-Étienne et dans la Loire pendant 31 ans comme officier. Et je suis venu à la retraite à Vincennes depuis quelques années.
En 2015, on a diagnostiqué chez mon épouse une aphasie primaire progressive. Dr Teichmann, neurologue de la Salpêtrière, qui m'a annoncé cette mauvaise nouvelle. L'aphasie, donc la diminution des troubles de la parole, concerne généralement les personnes qui ont fait un AVC. Un peu plus rarement les chocs traumatiques, et puis très très rarement l'aphasie primaire progressive. Il y a à peu près 300 000 aphasiques en France, ce qui n'est pas rien. Alors qu'est-ce que c'est que l'aphasie primaire progressive, la maladie de mon épouse? C'est une maladie neurodégénérative. Comme le dit le professeur Boissonnon du CHU de Toulouse, c'est un handicap invisible, dans la rue on ne voit rien, et partagé. Et j'en sais quelque chose. L'aphasie primaire concerne à peu près 5 personnes sur 100 000. C'est-à-dire qu'avec mon épouse, à Vincennes, il doit y avoir une autre, peut-être 2 autres personnes. Les symptômes: pratiquement plus de paroles, plus d'écrits, troubles compulsifs, comportements et obsessionnels importants, irritabilité, impatience, inquiétude, altération de la compréhension, sans espoir d'amélioration et sans traitement connu à ce jour. Carte d'invalidité à 80%, très vite. Je vous propose quelques photos. Donc celle-ci là, ouais. Voilà, donc ça c'est en 2019. Mon épouse arrive encore un petit peu à écrire. Elle explique ici qu'elle n'est plus joyeuse, elle le dit, elle l'écrira assez souvent. 2020, elle peint encore un peu, 2019, elle peint encore un peu les aquarelles, des feuilles. Mais déjà, quand je lui demande de mettre le couvert, ça commence à être déjà un peu en désordre. C'est un kangourou, pas facile à trouver. Et puis elle écrit dans les troubles, les lampes, les pipis, les heures, voilà. Elle s'élève de 10 à 12 fois par nuit. Et puis il y a des éclairs. Début 2021, son père est italien, une petite commune de Tonneson, son père est mort il y a longtemps. Elle veut retourner dans ce pays. Et je ne veux pas partir avec elle tout seul, au cas où il m'arrive quelque chose. Et elle a l'idée de m'écrire: Laurent, notre fils, en juillet, il est en vacances, il parle anglais, ils ne sont pas grand-chose, mais bon. Et on y est allé, effectivement, c'est sur cette proposition qu'on a pu aller en Italie. Alors, elle me présente ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, elle cherche sa lampe de poche jaune qu'elle a toujours avec elle. Pas facile à trouver. Et elle écrit encore, elle écrit la journée, l'année. Elle écrit toujours. Bien sûr, l'année dernière, en plus, cancer du sein, 4e trimestre. Donc la gynéco essaye de lui demander son consentement pour l'ablation totale du sein. Et on arrive à lui faire écrire ce qu'on découvre comme: je suis peiné, donc je n'ai pas envie. Donc on ne fera que l'ablation du kyste. Le lendemain, elle m'écrit sur un papier souci qu'elle déchire vite et qu'elle met à la poubelle, que je récupère en cachette. Donc j'ai compris qu'elle était soucieuse de ce qui allait se passer. Elle cherche des clés. Quelles clés? Je finis par trouver que le petit dessin qui est en dessous, c'est un Scooby-Doo. Et on a effectivement un jeu de clés avec des Scooby-Doo. Par contre, depuis qu'elle est à la Dame Blanche en accueil de jour, elle fait beaucoup de coloriage, elle aime beaucoup. Elle fait aussi du découpage qui la passionne, parce qu'elle n'est même pas rentrée à la maison, l'été est encore dans la tasse, qu'elle attaque déjà le découpage en n'étant même pas changée, elle reste habillée. Toujours des dessins, voilà, donc on parlait de l'art de peinture tout à l'heure, mais voilà, voilà d'autres choses. Hein. Et les écritures, toujours les écritures. Paradoxalement, elle ne peut plus jouer au domino, elle n'arrive pas à comprendre les règles, et on fait du Scrabble sur la tablette, elle trouve des petits mots, là elle a trouvé vent et phoque, là quelques jours. Encore des... Hein, toujours là. Par contre, la peinture a beaucoup diminué. Ça, c'était cet été, j'ai essayé de lui faire peindre un vase. Donc, vous voyez la différence entre le vase de l'autre jour et ce vase. Encore des mots. Voilà, elle a trouvé sali, là, il faut aller le chercher. Il y a 2-3 jours, elle m'écrit jambe. Donc, est-ce que tu as mal à la jambe? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Et en définitive, elle a écrit en dessous jaune, et je comprends tout de suite que c'était cette lampe qui est au-dessus, qui est jaune. Donc, c'est ce qu'elle cherchait. Bon, par contre, on peut se déplacer, on essaye d'avoir une vie à peu près, là, c'est cet hiver. Le parc floral, et cet été. Le parc floral,
et cet été. Alors les différentes phases. 2015-2019, diminution de la parole, mais pratiquement pas de troubles de comportement. 2020-2021, premiers troubles de comportement apparaissent et les premiers effets sur la vie sociale. Automne 21, printemps 22, grosse aggravation des troubles et grande perte de l'autonomie. Placement en accueil de jour à la Dame Blanche ici, 2 fois par semaine, excellent. Placement GIR4, mois de décembre. On le soigne à minima son cancer du sein l'année dernière. Et là, je vais vivre pendant 6-8 mois une période très, très, très dure. Désespoir, solitude, colère, incompréhension, épuisement. J'ai été d'autant plus surpris que, vous l'imaginez, en plus de 30 ans d'activité opérationnelle sapeur-pompier, j'avais vu des choses pas chouettes. Donc je pensais être blindé pour faire face à la situation. Mais il y a un volet affectif que je n'avais pas mesuré du tout. Voilà. Puis il y a eu 3 éléments concomitants avril-mai. Premier élément, le neurologue m'a dit « Que puis-je faire pour vous ?» C'est la première fois qu'il m'a dit ça, donc j'ai compris « Je ne peux plus rien faire pour vous ». Puis grâce à l'équipe de la rencontre des aidants, je découvre la notion de deuil blanc. Jamais entendu parler. Je vous lis la définition. Type de deuil que l'on ressent lorsqu'une personne atteinte d'un trouble cognitif n'a plus la même présence mentale ou affective que par le passé, bien qu'elle soit toujours présente sur le plan physique. C'était exactement ce que je ressentais sans pouvoir mettre les mots sur la situation. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? La définition? Alors je vous redis la définition du deuil blanc. Il n'y a pas de mots, hein, bien sûr. Type de deuil que l'on ressent lorsqu'une personne atteinte d'un trouble cognitif n'a plus la même présence mentale ou affective que par le passé, bien qu'elle soit toujours présente sur le plan physique. Voilà. Et puis le troisième point, eh bien, c'est lorsque la Dame Blanche m'a dit on passe de GIR4 à GIR2. Donc en 5 mois, on est passé de GIR4 à GIR2, vous avez tout compris. Alors j'ai pas été surpris parce que sans m'en rendre compte, depuis novembre-décembre, je fais la toilette, je fais l'habillage, toutes les tâches ménagères, etc. Ça s'est fait progressivement, donc pas surpris qu'on passe en GIR2. Donc du coup, ces 3 points m'ont fait totalement basculer. Et je n'ai plus de désespoir, de solitude, de colère, etc. J'ai simplement eu du chagrin et de la tristesse, le deuil blanc. Puis cet été, encore une nouvelle aggravation et la terrible décision à la rentrée du placement permanent. Donc je suis en train de faire les démarches pour qu'elle rentre en accueil permanent parce que c'est plus possible. Alors depuis cette décision, elle est toujours encore à la maison, mais j'ai toujours une grande tristesse, mais je suis plus paisible parce que j'ai fait le pas qui est très difficile à faire. Deuxième point, qu'est-ce qui m'a aidé à prendre soin de moi? Je suis un tout petit peu au-dessus des 10. Alors, depuis 2015, bien sûr, tout s'est écoulé progressivement. J'avais de grosses activités associatives avec mes anciens collègues pompiers de Paris, les colloques, les conférences, les recherches en histoire, les soirées, le théâtre, etc. Tout fini. Donc, pour compenser tout ça, pour essayer de m'aider, j'ai adhéré donc au GAIF, au groupement des aphasiques d'Île-de-France, avec Marie-Josée l'Espagnole qui est dans la salle, et notamment on fait des activités à Vincennes, du chant, puisque paradoxalement, les aphasiques qui ont de la difficulté à parler, parfois chantent très très bien. J'ai suivi une formation d'aidants, organisée par la Fédération des aphasiques de France et la Fédération des orthophonistes, donc mieux vivre, mieux communiquer, très très intéressant, 3 jours. J'ai une petite formation à Dame Blanche, prévention des risques santé psychique et physique en début d'année, et puis j'essaye de faire du sport. Donc ce matin encore, je vais aller courir. J'essaie de courir 2 fois par semaine, marcher un peu, et puis j'ai fait pas mal cet été pour souffler un peu de Via Ferrata, donc un peu de rocher pendant que mon épouse dormait. Donc je me levais à 6h30 le matin pour être là à 8h30 quand elle se réveillait. J'essayais de maintenir un peu de vie sociale. Rarement quelques recherches maintenant historiques au service historique au château de Vincennes. En 1 an, j'ai dû faire 4-5 fois. Et puis surtout l'accueil à la Dame Blanche qui me permet d'avoir 2 jours un petit peu où je peux souffler un peu, faire la paperasse un peu plus tranquille. Et puis le sentiment de ne pas être seul grâce à l'équipe de la rencontre des aidants, hein, et à l'écoute en particulier de Madame Thomasso qui, ça aide. Il faut faire le pas, il ne faut pas hésiter. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand on est mal ailleurs, eh bien, on va voir Troisième point, très vite. J'ai perdu 5 kilos cet été. Pourtant, j'étais bien. Je faisais mes Via Ferrata, facile, etc. Et c'est pas la Via Ferrata qui m'a fait perdre 5 kilos, j'ai bien compris.
donc mon épuisement arrive, quoi. Donc je vous l'ai dit, ma décision c'est le placement en essayant d'être le plus serein possible. Voilà, je reste à votre écoute si vous avez des questions. Merci. Je suis à 11, ça va. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, je vois qu'il y a une question dans Oui. la Il n'y a salle. pas une question, je voulais juste vous remercier d'avoir parlé de la colère. Oui, ça a été terrible. Alors c'est vrai que je suis tempérament un peu... Bon voilà, j'ai des responsabilités, donc je suis un petit peu... Mais j'étais particulièrement en colère, quoi. Alors maintenant, j'ai plus de colère. Tout ce qui se passe maintenant, ce qui se passait avant, où j'étais en colère, je sais qu'il n'y a rien à y faire, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est terrible. On a des comportements qui sont... alors que je regrette même pas, parce que je sais que c'était comme ça, personne n'y pouvait rien. Mais bon, si j'avais pu éviter de les avoir, ça aurait été mieux, quoi. Mais bon, maintenant, j'ai pris la décision qui va être terrible. Ça va être une autre vie sur 2 sites. La grand-mère de mon épouse est morte à 108 ans. Elle est rentrée en maison de retraite à 103 ans. Mon épouse va donc rentrer, c'est juste dans quelques temps, elle va rentrer 30 ans avant sa grand-mère en maison de retraite. C'est la vie, il faut faire avec. Merci beaucoup. Et encore merci. Merci encore. Ça commence très très fort. Je me permets d'appeler Caroline Loz, comédienne, qui va nous parler du théâtre comme expression artistique. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. Et merci à la belle équipe d'avoir permis cette action. Ouais, vraiment. Pour l'ouverture et la confiance aussi, parce que moi, je ne suis pas du tout du milieu du soin. Hein, je suis vraiment comédienne. Je vais d'abord vous présenter un peu mon parcours parce que je pense qu'il explique un peu des choses de mon rapport à cette action. Donc, j'ai découvert le théâtre dans un collège ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, qui s'appelle plus ZEP. Hein. Bon, autant vous dire que je venais pas du tout de là. Et quand j'ai voulu devenir comédienne, mes parents m'ont bien rigolé. Donc j'ai pas fait du théâtre tout de suite, j'ai d'abord fait Sciences Po et j'y suis arrivée après parce que c'était une vraie nécessité et une vraie joie pour moi. Et avec aussi cette conviction que même quand on ne vient pas de là, c'est quand même quelque chose qui peut appartenir à tout le monde. Et du coup, pour moi, malgré mes études et toutes les autres façons qu'on pouvait avoir d'essayer de comprendre le monde, le théâtre, c'était un des outils qui me parlait le plus. Alors, je vais déplacer le micro parce que je me sens toute tordue. Voilà. Voilà. Et du coup, très tôt, quand j'ai commencé ce métier, j'ai voulu travailler aussi donc avec des comédiens professionnels, mais aussi avec des comédiens non professionnels. Parce que j'étais convaincue que vraiment tout le monde avait le droit à l'art, droit de voir et d'écouter, droit de jouer et de dire et d'écrire. Donc très tôt, j'ai mené des actions avec des publics non professionnels. C'était aussi pour moi une façon de tout simplement se rencontrer dans ce qui fait toute notre humanité, donc dans nos fragilités aussi. Voilà, et convaincu que chacun peut s'exprimer, peut créer, et du coup d'offrir un cadre bienveillant dans lequel on va pouvoir trouver ses propres outils. Voilà. Et du coup, le projet en particulier, donc là vous voyez défiler des photos donc de premières créations que j'ai faites avec des aidants familiaux. Alors, pourquoi j'ai voulu travailler avec des aidants? Tout simplement parce que j'avais envie de créer à ce sujet-là, parce que ça me posait énormément de questions. Bon, moi, je ne suis pas encore aidante, j'observe mes parents
Et ça m'interroge énormément. Je ne vais pas développer toutes ces questions parce que j'imagine qu'on les partage tous et toutes. Mais voilà, je trouvais que derrière tout ça, ça questionnait énormément la famille, le rapport aux parents. Qu'est-ce que c'est que de devenir parent de ses propres parents ? Et puis, comment on jongle entre soucis de soi et soucis de l'autre ? Comment on continue de s'épanouir là-dedans ? Donc voilà, c'est des questions moi qui m'animent très fort. Et comme à chaque fois que je me pose des questions, je trouve que le théâtre, c'est quand même un très bel outil pour aller au-delà du ça va de soi, au-delà du c'est comme ça, au-delà des tabous, au-delà des choses qu'on n'ose pas penser, qu'on n'ose pas dire. Voilà, ce qui m'intéresse avec le théâtre, c'est pas tant le réel que d'aller voir ce qu'il y a vraiment tout au fond, dans ce qu'on pourrait appeler plutôt peut-être une réalité fantôme, ce qu'il y a dans ce qu'on pourrait pas dire politiquement peut-être. Du coup, j'ai mené une première action. Donc en fait, je voulais créer à partir de ça. Et j'avais pas envie juste d'aller... donc j'avais envie de décoller de mon expérience intime, parce qu'elle n'est qu'intime, et j'ai bien conscience que c'est un projet bien plus vaste que ça, qui est très collectif et du coup politique. Et du coup, j'avais envie de croiser ma propre sensibilité, mon propre regard à ceux des autres. Et plutôt que d'aller juste prendre la parole des gens, ce qui me parlait pas trop, je me suis dit, on va se rencontrer avec l'outil qui est le mien, qui est le théâtre. Et je dis tout le temps le théâtre, mais en fait, on pourrait aller au-delà, c'est le spectacle vivant. Parce que j'aime énormément travailler avec le corps, parce que je fais aussi du clown, parce que j'aime la musique, et parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'est-ce que c'est que ces corps en présence sur scène et dans la salle. Et du coup, j'ai mené une première action avec la Maison départementale des solidarités de Roissy-en-Brie dans le 77, qui a un groupe déjà constitué d'un groupe de parole de Café des aidants. Donc au début, les personnes étaient très très frileuses. Vraiment, le théâtre, ça leur faisait peur. Elles se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle nous veut ? Et elles sont arrivées vraiment sans rien promettre. Sauf que ce que je leur proposais, c'était une expérience de création. J'avais l'impression que c'était la façon la plus qualitative qu'on aurait de se rencontrer. C'était pas juste un loisir qu'on vient consommer. C'était pas non plus de l'art-thérapie, ça je le dis dès le début. Je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue. J'arrive avec les outils qui sont les miens, qui sont les outils artistiques, et puis peut-être mon amour de l'humain. Et il se trouve que ces personnes, en fait, elles sont revenues. Et alors après, on a sûrement gagné du temps parce qu'elles se connaissaient déjà par le biais de la rencontre du Café des aidants. Et c'était assez émouvant parce que elles étaient très fragilisées. Je pouvais vraiment le sentir physiquement, psychologiquement, avec des emplois du temps pas possibles. Et en fait, c'est devenu vraiment une nécessité, ce rendez-vous hebdomadaire. Et on se retrouvait du coup toutes les semaines. Elles étaient très assidues, très engagées. J'ai été émerveillée et surprise par cet engagement, et elles l'ont été elles-mêmes aussi, toutes ces personnes. Et donc on a créé un premier spectacle qui s'appelait « Je ne suis pas un saint ». Vous dire déjà un petit peu l'esprit irrévérencieux qui s'est un peu révélé dans la création, et qui a été présenté dans le cadre de la Journée nationale des aidants, qui a été repris dans plusieurs endroits dans le 77. Et ce que je peux partager de cette première expérience, donc ça a été reconduit l'année d'après. On a fait une autre création. Et du coup, j'avais envie de poursuivre, et je vous expliquerai pourquoi, et ce qui a amené à cette dernière et merveilleuse rencontre. Mais les premiers enseignements que je peux avoir, c'est que déjà, j'étais persuadée que je suis toujours un peu frileuse avec ce qu'on peut appeler les écritures du réel, les démarches documentaires, que je trouve passionnant, mais je trouve qu'à un moment, ce que l'art, la scène et le théâtre peut nous apporter, c'est justement de décoller un peu du réel. Et du coup, assez vite, j'étais convaincue qu'il ne s'agissait pas d'avoir accès à du déballage de l'intime, et que je voulais avant tout les rencontrer par l'art, et du coup mettre la fiction entre nous, mettre la poésie entre nous, décaler. Et assez tôt, ça m'a même fait inventer des jeux pour entrer dans l'écriture. Et en fait, ils n'ont jamais joué leur propre rôle, ils ont joué d'autres rôles, et même d'autres rôles dans la relation d'aidant. Donc c'était assez magique, comment dans les premiers témoignages, en fait, par exemple, quand on joue dans la famille
le rôle d'un frère ou d'une sœur qui est pas très impliqué et contre qui on a de la colère ou de l'incompréhension. En jouant cette personne, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils le comprenaient un peu. Donc ça a été assez magique. Et le fait que ce soit pas eux-mêmes, mais qu'ils le fassent avec toute leur sensibilité, tout ce qu'ils avaient à dire, parce que malgré tout, ils avaient énormément de choses à dire, mais qu'on était protégés par la fiction. Ils ont tous dit qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin que dans le groupe de parole et qu'ils pouvaient vraiment lâcher ce qu'ils avaient sur le cœur, protégés par la transposition, par la fiction, par la poésie. Encore une fois, ce n'était pas eux. Et du coup, ils ont dit plein de choses qui se sentaient pas forcément autorisés à dire. Puis on a découvert des choses aussi dans le silence, parce qu'encore une fois, j'ai une façon de rentrer dans ce travail qui est très physique et très collective. Et le groupe a été très, très, très important. Je crois vraiment que ce qui m'importe là-dedans, c'est de créer un cadre très bienveillant, très collectif, doux et joyeux. On est avant tout là pour se faire du bien. Quand on est comédien, on dit « je vais jouer ce soir ». Donc on jouait avec beaucoup d'engagement et beaucoup de sérieux. C'était important, mais pas grave du tout. Et du coup, ça a mis un peu de légèreté aussi dans tout ça. C'était très beau et vraiment le groupe s'est énormément porté, énormément aidé. Et ils se sont rencontrés aussi à travers ce biais, ce qui a été assez évident aussi dans le début de projet qu'on a fait ici, puisque là, il s'agissait d'une action avec des personnes qui ne se connaissaient pas à la base, de plusieurs établissements. Et en fait, donc assez tôt, encore une fois, moi je mets tout de suite la poésie et la fiction entre nous, donc on se présente pas, on sait pas qui a fait du théâtre, qui n'en a pas fait, on ne sait rien au début les uns des autres, et le pari c'est que vraiment on se rencontre par le plateau. Et du coup, c'était très beau de voir comment des liens se sont établis. Il y a eu un très beau retour à la fin d'une séance de travail d'une aidante qui a dit « j'ai vraiment la sensation d'une sororité ». Alors il se trouve que là c'était évident dans ce dernier projet, ça l'était un peu moins à Roissy-en-Brie, il y avait quelques hommes minoritaires, mais là on n'était vraiment que des femmes. Et c'était très important aussi, j'ai l'impression que ça a beaucoup apporté. Et du coup, cette participante a parlé de sororité. Et je trouvais ça assez magnifique. Elle disait que ça lui donnait vraiment l'impression de créer du lien et de se sentir pas seule là-dedans. Et du coup, on a beaucoup travaillé à partir de ça. Donc là, le pari, c'est à travers l'art de se rencontrer dans ce qui fait nos fragilités, ce qui fait notre humanité. Et du coup, la suite du projet, la grosse envie, c'est toujours d'aller vers une création qui mêlerait des comédiens amateurs et professionnels. Ça, c'est un rêve en construction. Et l'envie, le fil poétique, ça serait de travailler autour du roi Lear. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissez cette pièce de Shakespeare, mais en fait, elle parle, je vous invite à la lire, elle parle vraiment de ça, vraiment. Et du coup, ça serait vraiment notre fil poétique. Après, le but, c'est pas de monter le roi Lear, c'est que le roi Lear, il nous permette aussi de faire des ponts avec le présent et le réel. Voilà, j'ai 10 minutes. Parfait. Waouh, 10,59. Merci. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Nous avons une question dans la salle. Vous vous limitez à un certain nombre de personnes ou Oui, qualitativement, c'est bien de ne pas dépasser 12. Et qualitativement, c'est bien de ne pas descendre en dessous. Alors, on a revu, il y a eu des séances merveilleuses à 3. Mais quand même, comme j'ai commencé à vous le dire, le groupe est tellement important. Du coup, c'est bien de ne pas descendre en dessous de 6 quand même. D'accord. Ouais. Merci. Alors je vais maintenant vous lire le témoignage d'une aidante c'est Madame Léonard, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui a quand même voulu qu'on lise ce texte qu'elle a écrit. Mon père est né le 26 mars 1922. Il a donc fêté ses 100 ans il y a quelques mois en famille. Il vient de décéder le 22 septembre 2022. Je peux le dire,
Il a eu une belle et longue vie, avec comme tout le monde son lot d'épreuves et de joies, une vie bien investie. Il est resté en grande partie autonome jusqu'à l'année dernière et vivait dans un appartement indépendant dans une résidence senior. À l'été 2021, après les années Covid, sa santé s'est dégradée et après un séjour de 3 semaines à l'hôpital, où il a été décidé de lui poser un pacemaker, il est devenu vite évident qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui. Il a fallu donc rechercher un EHPAD, si possible pas loin de chez moi. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de trouver une place pour lui dans la maison de retraite intercommunale de Saint-Mandé, la Seigneurie. Il avait donc 99 ans passés. Cette période a été très éprouvante, car outre la recherche d'un lieu d'accueil, il fallait qu'il s'habitue à un nouvel environnement et que l'on abandonne une partie de ses souvenirs. En même temps, sa perte d'autonomie ne permettait plus un maintien sans aide constante jour et nuit, que je ne pouvais envisager financièrement, avec malgré tout un certain sentiment de culpabilité. J'ai un frère et une sœur qui habitent en province et ne pouvaient donc pas m'aider dans toutes les démarches. Mon frère s'occupait de sa belle-mère qui allait décéder alors que notre père était hospitalisé et ma sœur avait déjà pris en charge notre père pendant plusieurs années quand il habitait dans le sud. Je devais prendre en charge seule, accompagnée par mon mari, tout ce changement. Ayant toujours été proche de mon père, j'étais vulnérable. L'accueil à l'EHPAD s'est fait dans de très bonnes conditions, avec un médecin et une cadre de santé très à l'écoute. Les premiers temps ont été difficiles pour mon père, avec la perte complète de ses repères et des problèmes cognitifs de plus en plus prégnants. J'ai très rapidement pris connaissance de la présence de la rencontre des aidants au sein de la maison de retraite par le biais d'affichages et de brochures. Tout d'abord, il faut dire que j'étais étonnée de cette possibilité donnée aux familles de se faire aider et de la reconnaissance du rôle déterminant des aidants pour accompagner leurs proches et les problèmes qu'ils rencontraient. Étant en difficulté, j'ai donc participé à une première séance de relaxation sur Hector Malot avec Sophie. Outre la séance qui s'est très bien passée, j'ai pu lors de la présentation exprimer mon mal-être et reconnaître les mêmes sentiments chez les autres aidants. C'est peut-être évident, mais on se sent moins isolé. Tous mes questionnements trouvaient une écoute. Comment accepter la perte d'autonomie de mon père? Comment réagir et garder le contact? Comment se préserver tout en étant présente pour l'aider? Comment gérer l'angoisse de la mort qui approche et qui nous renvoie aussi à notre propre fin? L'équipe de la rencontre des aidants m'a beaucoup aidée par sa présence et son empathie. Les activités proposées auxquelles j'ai participé ont été une réelle aide, comme la relaxation bien sûr, les séances d'ostéopathie, l'aide psychologique individuelle, les conférences et le théâtre. Une mention spéciale pour l'activité théâtre qui a été une vraie surprise et un moment de bonheur partagé. Tout d'abord, la rencontre avec Caroline Loz, comédienne et initiatrice de cet atelier, puis celle avec les autres aidants, avec qui j'ai partagé mes expériences. Le théâtre nous a permis l'empathie envers les autres et nous-mêmes. Une relation de confiance s'est établie qui nous a fait dépasser nos inhibitions, faire confiance à l'autre, même si celui que l'on ne connaît pas dans un environnement privilégié et sans jugement. Cet état d'esprit a pu exister grâce à Caroline et je tiens à la remercier particulièrement. Il est possible que cette activité se prolonge dans les mois à venir pour arriver à un spectacle. Quelle expérience pour nous autres aidants! Je ne serai pas présente pour cette journée des aidants. Je tenais vraiment à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble de l'équipe, Sophie Taléchen, Aurore Mouette et Marie-Laure Thomasso, qui a permis la réalisation de ces activités et qui contribue pleinement à permettre aux proches de passer ces périodes difficiles avec un accompagnement de qualité. Je vous souhaite une belle journée. Véronique Léonard.
Merci pour elle. Et elle termine avec cette phrase: pensez pour mon père, Benjamin Benzaken, qui vient de nous quitter. C'est toujours très compliqué de passer après les témoignages. Alors sans transition, mais avec grand plaisir, on va accueillir France Alzheimer qui va nous parler de s'informer sur les aides. Voilà, donc Georgette Laroche. Je vais continuer à passer un peu de brosse à reluire. Merci. Merci à l'équipe. Sophie, Laure et Marie-Laure et Aurore. Ça rime. Et voilà, et Aurore. Merci beaucoup à l'équipe de nous accueillir. Hein, et merci de tout ce que vous faites. Je prends la parole là avec une double casquette. Une casquette d'aidante. Alors je dis pas ex-aidante parce que vous savez tous que quand on a été aidant, on l'est pour la vie. Hein. On a toujours cette culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Et cette situation d'aidant ou d'aidante est permanente. Donc je reste aidante, mais j'ai aussi la casquette de bénévole à France Alzheimer. Donc je vais commencer par aussi un témoignage d'aidante. L'annonce du diagnostic, comme pour tout le monde, c'est un drame personnel et un drame familial. Quand on nous annonce que son proche est à la maladie d'Alzheimer. Mais j'ai eu, comme tous les aidants, j'ai éprouvé successivement ou même en même temps la colère contre cette maladie, la tristesse, la détresse, mais avec ce sentiment aussi qui a accentué ma détresse de ne pas savoir quoi faire. J'étais complètement dépourvue de savoir ce que je devais faire. Et quelqu'un m'a dit il faut prendre soin de vous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Prendre soin de soi, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais complètement... Alors, prendre soin, comment? Je ne comprenais pas. Bon, je savais que mon mari, qu'il fallait maintenant que j'accompagne mon mari, qui ne pouvait plus participer à la vie commune, à la vie de couple, ni à la vie familiale, qu'il ne pouvait plus conduire, par exemple, qu'il fallait que je sois continuellement auprès de lui, 24 heures sur 24, mais je ne savais pas... il ne pouvait plus m'aider, lui, mais je me demandais, mais alors, bon, je dois l'aider dans sa vie, ça je l'avais compris, continuer à vivre, mais qui allait m'aider? Et ça a été une question que je me suis posée très très vite. Qui allait m'aider dans l'accompagnement de mon mari et j'avais devant moi une montagne que je devais escalader, je le savais, je sentais, mais je ne savais pas comment escalader cette montagne. J'avais pas de piolet, j'avais pas de cordage, j'avais pas non plus de guide pour escalader cette montagne.
Vous savez, le premier de cordée, là, qui tire un peu. Bon, j'avais pas ça, moi. Et, coup de peau, j'ai rencontré 2 personnes. Après des semaines, d'ailleurs, de recherche à l'époque, hein, parce que c'était quand même en 2012. Maintenant, c'est plus facile, je trouve. Donc, à l'époque, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont aidé. Alors, une personne n'est pas là, c'est une personne ce qu'on appelait avant un CLIC, mais maintenant qu'on appelle Espace Autonomie. C'était Cécile Arnaudin, hein, qui est même toujours en activité, et que je remercie bien sûr au passage. Et puis une autre personne qui est, elle, dans la salle, c'est Madame Rouleau. Alors j'ai oublié son prénom, elle me dira, que je remercie aussi, qui est toujours à l'APA. Et ces 2 personnes m'ont montré qu'il y avait tout un monde pour m'aider, un monde de spécialistes, du médico-social, comme on dit, et un monde d'organismes divers, qui étaient là aussi pour m'aider, pour me dire qu'il y avait des aides. Je ne savais pas, moi, ce qu'il y avait comme aide. Qu'il y avait des aides gratuites et des aides payantes, mais qu'il y avait des aides. Et que c'était un droit même, un droit pour mon mari directement de bénéficier de ces aides, et pour moi indirectement en tant qu'aidante. Donc j'ai utilisé ces aides. J'ai utilisé vraiment tout ce que je pouvais. Et je l'ai fait d'autant plus que mon mari acceptait facilement tout ce que je lui proposais. À la différence de beaucoup de malades Alzheimer qui souvent refusent de se faire aider eux, et même vont jusqu'à refuser que leurs aidants se fassent aider. Bon, j'ai appris par la suite que j'avais eu beaucoup de chance en ce sens, parce qu'il n'y avait pas besoin de tourner trop autour du pot pour que mon mari accepte. Si vous voulez des conseils pour arriver à faire accepter votre malade Alzheimer, il faut demander aux psychologues. Les psychologues savent, enfin plus ou moins bien, mais quand même, ce sont les spécialistes et il y en a beaucoup dans la salle. Hein. Oui. Profitez de leur présence pour leur demander par quel stratagème il faut arriver à faire accepter l'aide des autres personnes. Profitez-en. Hein. Bon, moi j'ai eu cette chance que je n'ai pas eu besoin de trop me battre pour accepter. Bon, donc c'est très important donc de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on peut se faire aider et qu'on peut ménager un parcours de soins, ce qu'on appelle maintenant un parcours de soins, pour la personne malade, pour la conserver le plus longtemps possible, physiquement et moralement en vie, et par la même occasion, ce parcours que l'aidant aussi peut avoir un parcours de soins. Il faut vraiment, parce que si le parcours de soins du malade n'est pas bon, ça rejaillit sur l'aidant et vice-versa. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge à la fois du malade et de l'aidant. Et donc ça, c'est très important de savoir ça. Et aussi que
le prendre soin de soi n'est pas un conseil. C'est une nécessité vitale pour les gens. C'est plus qu'un conseil. Le conseil que je ne comprenais pas au départ, je me suis rendu compte que c'était vraiment vital. Donc, alors, et parmi les conseils qu'on m'avait donnés aussi, je crois que c'est plutôt Cécile Arnaudin que Madame Hulot, mais bon, peu importe. On m'a dit, allez voir France Alzheimer. Ils vont vous aider aussi. Bon, je suis allée à France Alzheimer. Bon, j'y suis toujours. et donc, bon, d'ailleurs, je crois que ce qui est amusant, c'est que Cécile Arnaudin m'avait dit, oh, vous serez bien bénévole là-bas. Vous ferez quelque chose. Donc, et effectivement, et bon, je suis allée à France Alzheimer et bon, comme ils m'ont beaucoup aidé, par reconnaissance, j'y suis restée. Hein. Alors maintenant, j'enlève ma casquette d'aidante pour prendre la casquette de voilà. Oui, ça y est, on va pouvoir commencer. Pour prendre ma casquette donc, de bénévole et vous dire que vous montrer qu'il y a des aides. Alors là, on peut commencer. Alors, ce que je vais montrer, c'est que c'est une partie des aides, hein, parce que ça prendrait trop de temps. On va faire défiler toutes les aides. Voilà. Donc, vous lisez aussi bien. Je vais pas. Alors, il faut que chacun les connaisse et les choisisse, celle qui convient, et au moment où ça convient. C'est à l'aidant de savoir, parce que il y a énormément d'aides. Hein, dans le défilé que vous allez avoir, là, il y en a à peu près, j'en ai sélectionné à peu près la moitié. Donc il y a énormément d'aides. Je pense que, bon, moi je vous parle en tant qu'aidant de France Alzheimer, mais pour les autres maladies, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'aides particulières que je ne connais pas. Mais il faut, c'est simplement, si vous voulez, le but de mon intervention, c'est d'essayer de les connaître, d'essayer d'aller voir les organismes qui vous détailleront ces aides pour pouvoir les utiliser à un moment ou à un autre. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Je sais très bien que les aides ne correspondent pas toujours aux besoins des personnes. Et que, bon, en particulier, que les aides financières sont souvent insuffisantes. Mais c'est un autre débat. Faire augmenter les aides financières pour les aidants, c'est un autre débat qu'on peut avoir, mais qui n'est pas lieu d'être ici. Moi, je suis juste là pour vous dire, essayez de connaître le maximum des aides pour pouvoir en bénéficier. Alors, soit, surtout en début de maladie, bien sûr, parce que c'est là où on en a peut-être le plus besoin, mais tout au long de l'évolution de la maladie. Parce que, en particulier la maladie d'Alzheimer, vous le savez aussi bien que moi, est évolutive. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin au départ, mais petit à petit, vous risquez d'en avoir besoin. Et, bon, je vous donne un exemple, excusez-moi, je suis un peu long, mais justement, Cécile Arnaudin de l'espace autonomie m'avait donné, par exemple, un gros dossier sur les aides juridiques. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça sert à quoi, ça? Et puis, j'ai vu qu'à un certain moment, j'en avais besoin. Donc, alors, très vite, les aides. Alors, vous avez mis il y a toutes les aides, mais où trouver les informations sur les aides? Vous avez la description là, des différents organismes.
Et ce qui n'apparaît pas ici, dans les organismes, maintenant de plus en plus, on a à notre disposition l'informatique. Il y a aussi un organisme qui est très bien qui s'appelle Ma Boussole, où vous tapez tout simplement Ma Boussole sur un ordinateur et on vous demande un certain nombre de renseignements et on peut vous répondre automatiquement en fonction de votre recherche. Moi, à l'époque, j'avais pas ça, mais donc je bénéficier. Donc, on peut défiler. Alors, je ne vais pas vous faire le. Attendez, voilà, les aides dont vous parlez. Parce que c'est. Voilà, on va. Non, mais bon, les aides financières. Parce que, en fait, il y a on a mis le document avec toutes les. Je me permets. Oui, oui. On a mis le document parce qu'effectivement, on sait très bien que c'est chargé au niveau administratif et au niveau de où trouver les aides, quelles aides. Donc, il y a plusieurs documents que vous allez pouvoir trouver sur le présentoir derrière, dont justement un récapitulatif qu'a fait Georgette Laroche sur toutes les aides. Vous allez pouvoir trouver la documentation sur France Alzheimer, sur tout ce qui s'organise chez France Alzheimer. Et vous allez trouver aussi des documents qui ont été déposés par notre collègue de l'Espace Autonomie, justement, sur toutes les aides pour les aidants sur le 94. Donc, n'hésitez pas à aller vous servir. Voilà. Il y a des guides pour les aidants, il y a plein d'informations. Et effectivement, ce serait compliqué de tout citer là aujourd'hui. Voilà. Le but n'est pas de vous faire un cours sur les aides, mais simplement de vous dire que c'est vrai aussi, ça fait partie des nécessités d'y avoir recours. Ouais. Et donc, c'est parfait. Bon, un dernier mot, si j'avais 2 conseils à donner pour les aidants. Vite. Pour les aidants, si vous voulez demander des renseignements, si vous voulez demander des renseignements, soyez soft avec les professionnels pour qu'ils ne se referment pas comme des huîtres si vous les agressez. Alors, les aidants ont toujours des griefs, ça c'est sûr, mais soyez soft avec donc je répète, les professionnels, parce qu'ils ont énormément de choses à faire et ils ne peuvent pas répondre toujours. Hein. Et puis vous, les professionnels, sachez aussi que les aidants sont des êtres traumatisés, physiquement à bout, et donc soyez un peu aussi indulgents. Merci. C'est une très jolie conclusion. Et on va accueillir Madame Ovine qui va venir faire son témoignage. On la remercie très chaleureusement. Bonjour. Mon témoignage va reprendre certainement beaucoup de choses qui ont déjà été dites par les différents aidants qui sont venus témoigner avant moi. J'ai 65 ans. Je suis mariée depuis 32 ans. Je suis devenue l'aidante de mon mari qui a 93 ans et qui est atteint d'une amylose cardiaque qui a été découverte en 2020. Progressivement, j'ai pris en charge beaucoup d'actes du quotidien. Ça s'est fait très progressivement et je ne me considérais pas comme une aidante. Bien qu'autour de moi, des amis m'aient fortement encouragée à participer à l'époque à des cafés des aidants, je ne me voyais pas du tout dans cette situation-là. Je suis naturellement quelqu'un d'aidant. J'ai eu des responsabilités dans ma vie professionnelle en tant que responsable de ressources humaines, puis chef de projet en organisation, qui ont fait que j'avais développé des qualités d'écoute et d'empathie qui font qu'assez naturellement, je m'étais mise dans cette situation d'apporter mon aide. Et ensuite est arrivé le confinement, enfin la pandémie, le confinement. Les mois de confinement qui, comme nous tous, m'ont assigné à résidence.
et ont interrompu les activités auxquelles j'avais commencé à me consacrer avec mon départ à la retraite. Et ça a amorcé une forme de dépendance de mon mari vis-à-vis de moi, ou une accentuation de cette dépendance. Moi, je souffrais d'avoir dû renoncer à ces activités, à des rencontres amicales, mais je n'ai pas encore à ce moment-là réagi. Et je pense que j'avais certainement conscience de ce danger, mais je me disais, ben non, pas ça, pas moi, pas lui, pas nous, c'est pas notre relation. Il y avait du déni et certainement du refus aussi. Et puis, ça s'est accéléré à la fin de l'année dernière, lorsque mon mari a fait une chute et un tassement vertébral. Il a dû être hospitalisé. Et alors qu'il était tout de même encore autonome pour la marche, enfin pour tout l'habillement, etc., il est sorti d'une semaine d'hospitalisation d'abord désorienté, parce que à cet âge-là, et avec le traitement de cheval qu'il a eu, ça a des conséquences quand même assez lourdes. Et alors que il marchait, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Maintenant, il se sert d'un déambulateur. Il ne peut plus monter, descendre les escaliers. Il a besoin d'aide pour sa toilette, pour l'habillage, pour le déshabillage. Il y a plein de choses qu'il ne peut plus faire. Et il a été classé, il est en cours de classement entre GIR 3 et GIR 2, pour vous dire l'état dans lequel il est maintenant. Et sachant que sur le plan intellectuel, ça fonctionne très bien. Ce qui est un avantage, à la fois un avantage et un inconvénient, parce que c'est quelqu'un qui a eu de hautes responsabilités durant sa vie professionnelle et qui vit d'autant plus mal le fait que son corps le trahit, alors que sa tête continue à fonctionner. Donc, moi, je me suis sentie, en quelque sorte, investie d'une mission qui était de rendre son quotidien le plus confortable possible, de préserver sa santé à tout prix. Donc, je voulais que tout soit bien, que tout soit comme avant, à la maison, que tout soit contrôlé, que les médicaments soient bien pris, etc. Et je me suis épuisée, tant psychologiquement que physiquement, à la tâche, sans vraiment m'en rendre compte. Et donc j'accompagne mon mari à tous ses rendez-vous médicaux parce qu'il a en plus de gros problèmes d'audition, outre les problèmes de mobilité et de motricité. Et c'est lors d'un rendez-vous chez le kinésithérapeute que j'ai vu l'affiche de la rencontre des aidants. Et j'ai photographié l'affiche pour avoir les coordonnées. J'ai attendu un moment, quand j'ai attendu 2 mois avant de les contacter. Et puis un jour, je me suis sentie vraiment tellement pas bien que j'ai décroché le téléphone. Je suis tombée sur Sophie Taléchen qui est à côté de moi. Et immédiatement, j'ai senti une écoute. Moi, je peux dire aujourd'hui que cette rencontre avec la rencontre des aidants m'a littéralement sauvé la vie. Voilà, vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent entendre ça aujourd'hui. Il y a un petit problème technique. Tout d'abord, il y a eu une première formation à laquelle j'ai été inscrite qui s'est passée relativement rapidement. Et au cours de cette formation, j'ai rencontré d'autres aidants, mais surtout la prise de conscience s'est faite parce que quand on a fait le tour de table qu'il a fallu se présenter, je me suis mise à pleurer et je vais dire j'ai pleuré pendant 2 jours. Et je pense que c'est toute cette émotion, tous ces sentiments contradictoires qui étaient en moi depuis tant de temps, qui sont ressortis, qui m'ont fait prendre conscience que là vraiment, il fallait que je fasse quelque chose. Et il fallait que j'entame aussi une réflexion sur tout ce que ça suscitait en moi, parce que c'était vraiment important à ce moment-là. Alors, je voulais remercier Marie-Laure Thomasso, comme d'autres l'ont fait avant moi, parce que son aide a vraiment été plus que précieuse pour comprendre ce à quoi j'étais confrontée. Et vraiment, ça a été une planche de salut.
Les séances de relaxation, donc avec Aurore Mouette, avec Sophie également, ont permis de relâcher la pression et aussi de faire comprendre à mon mari que je pouvais avoir des rendez-vous et des activités à l'extérieur. Parce que là, la relation de dépendance était devenue tellement étroite que ça le paniquait dès lors que je n'étais plus là. Alors, c'est quelque chose que j'ai pu faire, qui reste très difficile. Sachez que aujourd'hui je suis là, mais ça a été extrêmement compliqué qu'il accepte encore ce matin que je m'en aille et que je m'en aille pendant un laps de temps aussi long. Donc, c'est quelque chose à quoi je me cramponne. J'ai également bénéficié de séances d'ostéopathie et là aussi ça a été une très grande aide. Et le travail des intervenants de la rencontre des aidants est vraiment important parce que dans ce binôme aidant-aidé, en général, en fait, on prend en compte souvent l'aidé, c'est-à-dire la personne qui est malade, qui est cocoonée par les médecins, par les différents intervenants, parce que c'est elle qui est malade. Et celui qui est à côté, finalement, il n'est pas vraiment pris en compte. Parce qu'on fait partie en plus, quand on est le conjoint, on fait partie de la vie du quotidien de l'aider. Donc, je ne vais même pas dire que le rôle est considéré comme normal, c'est la vie. Et on vous oublie. Et on s'oublie soi-même. Donc, on se sent seul. En tout cas, moi, je me suis sentie vraiment seule. Mais comme beaucoup, on se sent seul avec sa fatigue, avec sa détresse, face aux changements qui interviennent non seulement dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, mais aussi dans la personnalité de la personne aidée. On a parlé tout à l'heure de deuil blanc, et je crois qu'indépendamment des cas d'aphasie ou d'Alzheimer, même dans d'autres maladies, on peut parler de deuil blanc parce que progressivement, la personnalité de l'aidé change. Et on ne reconnaît plus tout à fait la personne qui est à côté de soi. Il faut faire face à ça aussi, et c'est très compliqué. Et je voulais dire aussi que il y a une souffrance dans ce binôme, mais qui est une souffrance en miroir entre l'aidé et l'aidant. Et que l'un ne peut pas aller bien si l'autre ne va pas bien. C'est ce que je perçois. L'aidant, il est aussi seul avec son ressenti et avec des sentiments complètement ambivalents, d'amour, de dévouement, mais aussi de colère contre la maladie, de colère contre le destin qui fait qu'on se retrouve dans cette situation, de colère contre l'autre, parce que parfois, au lieu de nous aider, il nous met des bâtons dans les roues, et de culpabilité de ce ressenti, aussi de colère, de honte parfois, de peur. Parce que pour ma part, ça s'accompagne bien sûr d'un avancement vers le grand âge, et donc ça va tourner un jour vers l'accompagnement vers la fin de vie. Et donc tous ces sentiments mêlés sont, je pense, à un moment donné impossibles à gérer seul. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte et surtout pas hésiter à aller demander de l'aide avant de couler complètement. Alors cette rencontre des aidants, en me faisant sortir en quelque sorte de la seule relation, de la seule bulle aidant-aidé, m'a effectivement permis de prendre conscience de mes besoins propres, parce que je rejoins ce que disait l'intervenante précédente, c'est quand on m'a dit prendre soin de soi, mais c'est quoi prendre soin de soi? On est complètement en dehors de ça à un moment donné. Et ça m'a permis la prise de conscience du fait que j'existe en dehors de cette relation en binôme. J'existe comme mère, comme fille, comme amie, comme collègue, et toutes ces relations sont importantes, et je suis importante aussi pour ces différentes personnes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais complètement perdu de vue, tellement j'étais noyée dans cette relation qui finissait par être toxique. Et je crois que c'est ça, prendre soin de soi, c'est aussi s'autoriser à retourner dans le courant de la vie. Et savoir gérer cette culpabilité de laisser l'autre dans un courant qui est moins fort, voire de le laisser sur la rive. Moi, c'est ce que je ressens. Il faut savoir se laisser aller à ça aussi.
Alors, je voudrais vraiment aujourd'hui remercier la rencontre des aidants, toute l'équipe, et dire vraiment à quel point c'est important que ce type de structure existe, continue à exister et se développe. Combien c'est nécessaire de parler des aidants, de reconnaître le rôle et l'importance de ces millions de bénévoles qui donnent tant par amour, parce que c'est vraiment de l'amour, c'est vraiment la relation humaine au sens propre dont on parle, et qui donnent tant jusqu'à s'oublier, tomber malade parfois, et le tout dans finalement une assez grande indifférence des pouvoirs publics. Donc je dirais que c'est à nous tous de faire entendre la voix des aidants et de demander une reconnaissance de leur rôle et de leur utilité publique pour un meilleur soutien et une prise en charge des difficultés au moment où l'avancée en âge et l'entrée dans le grand âge va devenir de plus en plus prégnante dans la société. Voilà ce que je veux dire. Christine, et j'accueille Christine Bonnet, donc qui est ostéopathe et psychomotricienne et qui intervient auprès des proches aidants et qui va nous expliquer tout ça, l'ostéopathie pour libérer les tensions. Merci. Ça devrait tenir. Ah bon. Donc bonjour. Je vais vous parler maintenant de l'ostéopathie à la rencontre des aidants. Donc je suis ostéopathe à Fontenay-sous-Bois. Je suis également psychomotricienne en EHPAD et je suis intervenue à France Alzheimer Val-de-Marne. C'est par ce biais-là que j'ai été contactée par la rencontre des aidants, donc il y a maintenant quelques temps, je ne sais plus combien, mais 2 ans. Donc pour que je propose des séances d'ostéopathie. Alors comme on en a déjà beaucoup parlé, bien sûr les aidants ont une charge mentale, émotionnelle et physique très importante. Et l'ostéopathie est une des approches qui permet de libérer les tensions, d'atténuer les tensions physiques et psychologiques, et puis qui permet aussi de récupérer de l'énergie et qui permet aussi de prévenir l'épuisement. Voilà. Donc, ce qui est important dans les séances, c'est que effectivement, ce sont des séances qui permettent de prendre du temps pour soi. Donc, ça peut répondre à certaines interrogations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Ça permet aussi d'avoir un temps en individuel. Et effectivement, ça permet d'être écouté et de ressentir son corps. Alors, dans ma pratique, je me suis spécialisée dans l'approche crânienne. Donc, l'approche crânienne, ça veut dire qu'à partir du crâne, je travaille sur l'ensemble de la colonne vertébrale et du système nerveux. Je me suis également spécialisée sur l'approche tissulaire. Donc, je m'intéresse aux fascias, c'est-à-dire les enveloppes des muscles, les tissus qui enveloppent les muscles. Et je me suis intéressée, du coup, dans cette approche aux chaînes musculaires, donc ce qui permet d'atténuer les douleurs physiques. Et puis, je me suis aussi intéressée à l'approche viscérale, qui est chaque viscère, donc un mouvement qui est naturel et qui est imperceptible. Mais lorsque ce mouvement est en dysfonction, eh bien, ça va amener des problèmes, notamment au niveau du dos. Par exemple, il y a 60% des lombalgies qui proviennent de blocages abdominaux. Donc effectivement, je vais travailler d'abord sur l'abdomen avant de traiter une douleur lombaire. Donc ces trois approches agissent au niveau global dans le corps et notamment au niveau des circulations sanguines, donc vasculaires, des circulations nerveuses et lymphatiques. Ces approches peuvent notamment atténuer ou réguler, entre autres, les troubles suivants, par exemple les troubles de l'alimentation, les troubles du sommeil. Ça peut atténuer certains maux de tête, voire même les enlever complètement. Ça peut aussi agir au niveau de la nervosité, de la fatigue chronique et des douleurs, alors du dos parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais ça peut être aussi des douleurs au niveau des autres parties du corps.
Et donc la séance dure 1 heure. Elle se déroule en 3 parties. Donc il y a d'abord un échange verbal qui permet de mettre en avant le motif de consultation dans un contexte général, donc dans le contexte de la personne dans son ensemble. Ensuite, il va y avoir un temps de test et puis un temps de traitement. Donc dans le cadre de la rencontre des aidants, chaque aidant peut bénéficier d'une séance par an, donc qui est offerte. C'est déjà une chance. Mais souvent, pour régler certaines problématiques, c'est vrai que 2 ou 3 séances pourraient être préconisées. Ouais, cherchez-vous, j'ai un manque du mot. peuvent être préconisées. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge les séances d'ostéopathie. Donc ça peut être une séance ici, puis après d'autres que vous pouvez faire en cabinet libéral. Donc moi je remercie particulièrement la rencontre des aidants de m'avoir contacté, de m'avoir permis de profiter de cette expérience, parce que ce projet a vraiment du sens et c'est vrai que les séances s'inscrivent dans un panel de propositions qui sont variées et complémentaires, comme on a pu voir avec le théâtre, avec la peinture, avec la photo. Après, c'est très très bien pensé, les séances de relaxation, aussi l'accompagnement psychologique. Je trouve que c'est très bien pensé au niveau de la complémentarité des propositions. Et c'est une vraie réussite. Et si j'étais aidant, bien ce que je ferais, c'est que je profiterais au maximum de tout ce qui m'est offert dans cette association. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, on va finir par avoir les chevilles très très enflées à la fin de cette journée. Je convie Madame Ruban, qui est aidante, qui va venir nous apporter son témoignage. Bon, mon témoignage va rejoindre pas mal de ceux que nous avons entendus, à savoir qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Moi, j'avoue que c'est arrivé le jour où j'ai pris la décision de faire intégrer mon mari en EHPAD, parce qu'à la maison, je l'ai gardé tant que j'ai pu. J'ai été très proche, tant que j'ai pu, mais ça devenait infernal. Dans la nuit, il s'en allait, parce qu'il avait rendez-vous à 10h du matin chez la kiné, et puis en fait il partait à 2h du mat. Donc il y a un moment où on peut plus, quoi, ça c'est clair. Donc le prendre soin, c'est arrivé après des années de lutte, des années où j'étais effectivement une épouse qui le conduisait en voiture, qui portait les valises, qui faisait tout. Et nous avions l'habitude de partir beaucoup en vacances tous les deux. Donc j'ai maintenu ce rythme de vie le plus longtemps possible. Alors il a fallu le préparer, puisque la dame d'avant elle nous a dit qu'il y a quand même une façon quand même de leur faire accepter le départ. Comment je me suis débrouillée? C'est vrai qu'au niveau du couple, ça a vraiment posé problème. Et donc, il m'a quand même posé la question, comment tu crois qu'on pourrait s'en sortir? Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas 36 solutions, il faudrait que tu ailles en maison de retraite. Et il m'a dit, tu sais, moi, j'ai passé une bonne partie de mon enfance en internat, donc ça ne changera pas grand-chose. Donc je me vois, moi, partir 12 octobre 2015 avec lui et la petite valise. Nous partions au mur à pêche. Et je savais déjà qu'il ne reviendrait plus chez lui. Ça, je vais vous dire, j'oublierai jamais ce moment-là. Mais pour moi, il était essentiel que je garde un rythme de vie encore avec lui,
et que nous partions en vacances. Donc, ce que j'ai fait au maximum, c'est essayer de garder les liens avec sa propre famille. Parce que ça aussi, il était très proche de ses frères, qui sont pour la plupart, originaires de Bretagne. Donc, nous partions en vacances. J'ai donc commencé par un petit parcours. Je voulais aller aux Andelys. Mais on est parti un week-end, j'ai essayé comme ça, en étant à l'hôtel, en couchant à l'hôtel. Hôtel, restaurant, enfin voilà. Donc 24 heures, puis j'ai augmenté le temps des vacances. De 24 heures, on est parti à 1 semaine, 2 semaines. Et en fin de compte, au niveau des structures, on a profité, ça on n'en a pas encore parlé, et ça, c'est pas assez, il n'y en a pas assez actuellement en France, c'est le village aidant-aidé. Il n'y en a pas suffisamment. Alors je sais que, on en a profité plusieurs fois à côté de Tours. Là, c'est merveilleux parce que tout est pris en charge. Il y a toutes les structures, il y a tout. Franchement, c'est remarquable. Je crois qu'il n'y en a qu'un en France. Et je savais que quand nous y sommes allés pour la première fois, il y en a un autre pour les enfants qui se construisait. Je pense dans l'est de la France, je ne sais pas où. Parce que ça aussi, pour les pouvoirs publics, il faut le dire, hein, ici on est en EHPAD, on est tous très âgés, on parle de problèmes des gens âgés, mais il y a aussi les enfants. Il y a aussi des familles qui payent la peine d'accompagner des enfants, souvent en bas âge, et pendant quelques années. Donc ça, je crois que là-dessus, les pouvoirs publics ont besoin aussi de regarder en face les choses. Les familles, sont pas uniquement confrontées à la maladie face aux anciens. En ce qui concerne prendre soin de moi, c'est vrai qu'au Mur à Pêche, il y a eu aussi une art-thérapeute. Et nous avons fait, mon mari et moi-même, des séances où la technique était complètement différente. On n'était pas uniquement dans la peinture, on était dans les collages. Donc le choix à travers un certain nombre d'images, de photos qui avaient été préparées par Marion, l'art-thérapeute, se faisait. Et je me suis rendu compte effectivement que pour mon mari, on retournait vraiment dans son parcours de jeunesse. Donc on était forcément au bord de la mer, des bateaux, les pêcheurs, on était vraiment dans ce qu'il avait vécu, on était au Val-André, quoi. Donc, c'est bon. Et donc, pour moi, ça a été vraiment... en plus, le faire avec lui, c'était bien, parce que moi, j'adorais faire des collages aussi. J'adore les surréalistes, alors donc on pouvait faire n'importe quoi, non pas vraiment, mais on pouvait faire ce qui nous plaisait. Donc ça, c'était effectivement, on était ensemble. Et tant qu'on a pu être ensemble, je l'ai fait, jusqu'au moment où c'était plus possible. Il a quand même fait 7 ans à l'EHPAD. Hein. Donc c'est une bonne partie de sa vie, le pauvre. Jusqu'au moment où c'est fini, hein. Voilà. Donc prendre soin de moi. Maintenant, j'ai trouvé la solution. Il y a un endroit pour nous, personnes dites d'un certain âge, où on est bien. Ce sont les résidences seniors. Et ça, la dernière sortie que j'ai fait avec lui, c'était en Bretagne, à Saint-Brieuc. Je ne fais pas une publicité pour Domitis, mais c'était à Domitis, où là, tout était pris en charge.
Donc il pouvait bénéficier de la présence de ses neveux et de son frère aîné, et puis sa femme. Tous les matins, j'avais l'infirmière qui venait pour la toilette, pour s'occuper de lui. Les repas étaient dispensés, il n'y avait pas de problème. On était dans un appartement tout à fait confortable, et l'après-midi, je le promenais. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, je dois aussi remercier toute l'équipe des Murs à Pêche, dont ces dames, qui font un travail, à mon sens, admirable. Et l'équipe des Murs à Pêche, je peux vous dire qu'ils l'ont accompagné jusqu'au bout, mais de façon admirable. Donc, avec une humanité extraordinaire. Donc, on dit beaucoup de choses sur les EHPAD, mais vive le service public. Merci Madame Ruban pour votre intervention. Nous arrivons presque à la fin. Nous avons la dernière intervenante, voilà, qui vient nous présenter Hélène de Grandpré, qui est photographe et qui a préparé l'exposition photo que nous allons vernir tout à l'heure, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui va pouvoir nous présenter son travail extraordinaire, comme tous les intervenants aujourd'hui. Merci Sophie. Moi je suis photographe, donc je ne suis pas très forte avec la parole, mais je vais essayer de vous parler de ce qu'on a fait ici et que donc vous avez déjà vu sur le mur. Alors moi je suis photographe indépendante et je fais à la fois du reportage et un peu de studio dans une démarche. En fait, pour moi le studio c'est une manière de travailler sur une relation en fait, plus que dans la photo documentaire où peut-être on prend une image et enfin, ça a aussi tout son intérêt. Et, en reportage de pouvoir montrer des choses et de témoigner, mais là l'idée avec le studio en fait ici c'était de co-créer l'image avec les personnes photographiées et de sortir du coup de cette relation photographe-photographié et aussi de jouer en fait avec ce qui se passe. Par ailleurs je travaille avec une comédienne en fait donc c'est encore le théâtre et on a ce projet qui s'appelle Ceux qui nous relient. C'est pour ça que j'ai aussi appelé cette exposition comme ça, parce que je pense que la photographie, c'est aussi un super outil de relation. Et donc nous, on travaillait sur les liens parents-enfants en général, et on avait envie en fait de parler des liens parents-enfants à tous les âges de la vie, et donc au moment aussi où ça s'inverse. Et parce que aussi dans nos histoires, on avait peut-être dans l'histoire personnelle cette sensibilité avec les aidants, on va dire. Et c'est comme ça qu'on a rencontré l'équipe du dispositif des aidants dans un salon senior. C'était une super rencontre. Je trouve ça magnifique ce que vous faites. Je vous mets encore les chevilles, mais voilà. Et donc donc c'était en novembre-décembre l'année dernière. On a installé le studio dans 3 EHPAD de Montreuil et les 2 autres établissements de Fontenay. Et on a proposé aux familles en fait de faire, de venir avec un objet ou quelque chose, un souvenir, ou aussi après sur place de reprendre des gestes en fait, que cette photo elle parle vraiment de leur relation. Voilà. Donc c'est ce que vous pouvez voir là. Donc on a pris avec chacun une grosse demi-heure. Il y a des personnes qui sont là, qui ont participé. Après, je ne sais pas si elles ont envie d'expliquer mieux. Et voilà, c'est un support. En fait, moi, j'avais envie de parler de cette relation intime dont parlait la première dame aussi dans son témoignage. C'est-à-dire que je crois que malgré toute la dureté aussi de ces situations, et moi je la vis dans ma famille avec ma sœur où on est aidant aussi. Et je trouve qu'il y a des moments qui sont quand même magiques, en fait, qui sont en dehors du quotidien. Et l'idée dans cet espace de la photo, c'était de se dire comment on va retrouver un instant en dehors du temps, en dehors de tout, pour parler de nous et garder ce souvenir. Et du coup, c'était un cadeau que vous vouliez offrir aux personnes pour Noël. Voilà, donc on a fait ces photos comme ça.
et ce que je voulais dire aussi, du coup, c'est que donc au départ, c'était vraiment un cadeau et quelque chose, je pense, qui est chouette aussi. Enfin, nous, je sais que dans les relations parents-enfants, où j'ai peut-être pris plus de temps, enfin, je connais mieux les gens avec qui on a travaillé. Cette image, après, elle reste, et je crois qu'elle reste. Je sais qu'avec des parents-enfants plus jeunes, où c'était par exemple l'histoire d'une mère avec sa fille qui se criait toujours dessus, enfant, hein, qui dit ma fille m'écoute jamais. Ma mère me crie dessus et on a fait la photo en studio en imaginant la mère qui hurle, la fille dans les nuages qui entend rien et elle me dit aujourd'hui on continue de se crier dessus, c'est normal, c'est la vie, mais on a cette image et on rigole en fait quand on la regarde. Voilà, et c'est nous. Et voilà, et de mettre une image sur la relation, c'était voilà, c'est un peu ce que j'essayais de proposer que on va refaire en décembre. Voilà. Voilà, ça c'est sur le travail en studio et j'étais super contente en fait que ça devienne une exposition et que les personnes ensuite acceptent que ce soit aussi public. Ça c'est mon côté plus militant, mais enfin, déjà je suis fière moi, de me dire en fait, que c'est une exposition en EHPAD parce que je trouve que, enfin moi j'ai beaucoup travaillé dans la culture sur les liens entre l'art et la société et je trouve que c'est très important que l'art rentre dans tous les espaces de la société, soit pas cantonné au musée et au centre d'art et que c'est et que du coup que les gens aient accepté de témoigner en fait voilà avec cet outil là et je trouve que c'est super qu'aujourd'hui il y ait 80 personnes dans cette salle et que que ça puisse être un espace ouvert aussi, que ça reste pas des questions qui restent voilà dans le milieu médico-social ou voilà et que c'est important aujourd'hui, enfin vous le savez mieux, hein, on n'arrête pas de le dire mais qu'on en entend parler quoi. Voilà. Voilà, en tout cas merci. Alors ce qu'on a fait après du coup pour l'exposition, on a choisi des photos et on a demandé aux familles de leur propre légende. On a dit vous pouvez faire ce que vous voulez, un poème, et donc on a eu des super textes en fait, donc à partager. C'est tout. Merci. C'est bien. C'est parfait. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup.